Frédéric, c'est à toi. Voilà. Alors, donc je vais rentrer directement dans le débat en parlant de la notion de timbre. Dans la mesure où Rousseau a été le premier à introduire cette notion. Alors la notion de timbre, la notion d'accent régional, je vous rappelle les clips l'année dernière qui avaient été faits à Clermont-Ferrand. La notion d'accent régional en regard de la musique de tel ou tel pays est évoquée par Rousseau dans son essai sur l'origine des langues et dans son dictionnaire. L'élimination du timbre est impossible, l'élimination des accents est impossible, mais ce qui est possible, c'est de rendre malléable le cerveau des humains, voire des mammifères, de telle façon que le lien entre timbre, accent et culture se retrouve voilé. L'essence de ces réflexions se retrouve aisément chez Rousseau. Rousseau ne va pas jusqu'à parler de malléabilité du cerveau, mais rien dans ses écrits ne va à l'encontre de cette pensée. En effet, Rousseau fut toujours attaché à inclure les sciences et les mathématiques dans ses raisonnements lorsque celles-ci étaient nécessaires. C'est un aspect parfois aussi qu'on oublie un petit peu de Rousseau. Il a quand même étudié les mathématiques, il a toujours attaché une grande importance. Il a toujours attaché importance à la preuve scientifique et on peut voir en ce moment à Genève, dans le musée aux archives de Genève, on peut voir les cahiers de Rousseau travaillant les maths. Voilà. Je suis aussi prof de maths, je peux vérifier, c'est du bon travail. C'est quelqu'un qui savait faire des maths, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, donc, bien que Rousseau juge la science, mais surtout la technologie sévèrement, il n'en écarte pas la nécessité pour l'avancement de l'humanité. Il se méfie par contre de l'acceptation de toute connaissance sans en vérifier son bien fondé. C'est là que réside le danger de la technologie. En effet, ce qui nous paraît a priori pratique et utile peut devenir une dépendance, une nécessité apparente pour notre vie. La technologie peut facilement nous dominer et nous rendre esclaves. Rousseau a été aussi un des premiers à mettre en avant l'impossibilité, ce qu'a rappelé l'impossibilité de l'esclavage comme quelque chose hors pensée, en tout cas. Donc, nous entraver dans notre volonté de liberté, la technologie, et ceci contre notre gré, et surtout de manière assez insidieuse. C'est-à-dire, on ne s'en rend pas vraiment compte, et elle est là. Alors, réfléchir sur le timbre, c'est se poser ces questions, c'est-à-dire se demander comment un chat peut-il être dépendant du son que fait la voiture de son maître, tout simplement car il s'agit pour lui d'un signal du retour de l'être aimé, en fait de celui qui va remplir son assiette. Manger à sa faim reste notre préoccupation première, et la peur que l'autre vienne nous enlever le pain de la bouche est une peur primitive qui nous ramène à ce que Rousseau appelle l'état naturel, celui d'avant le contrat social. Alors rappelons que le timbre était en fait un tambour, c'était aussi une cloche. Alors on utilise toujours en français le timbre pour parler du timbre d'un vélo et non de son klaxon. Le timbre, c'est aussi une terminologie en musicologie qui est utilisée pour parler d'un air connu, servant pour diverses chansons. Donc on a le même air, et puis donc là pareil, c'était avant la loi Hadopi, etc. Alors son origine étymologique le séparant du tympan, donc le tympan, sorte de surface où tambourine le son, se connectant ainsi au marteau, à l'enclume, à l'étrier, fixant à l'oreille interne, sorte d'escargot où le son est décomposé. Donc le dalicote était justement Rousseau. Le dalicote, on le retrouve un petit peu en musique en parlant d'harmonique, de partiel, etc. Mais c'est un terme très juste. Pareil, là je vérifiais avec mon beau-père, prof de maths, c'est un terme effectivement qui parle des décompositions, des nombres, etc. Que Rousseau utilise de manière très précise, effectivement, dans le dictionnaire de musique. Rousseau a lu le traité d'harmonie universelle de 1627 du père Mersenne, un traité assez étonnant. Il y a beaucoup de choses qui paraissent
d'actualité quelque part. Et Rousseau a lu bien d'autres ouvrages théoriques sur la musique. Il s'est penché sur la science de son temps et pour comprendre le phénomène musical, il a étudié, en fait c'était une nouvelle science à l'époque, c'est-à-dire l'acoustique. Hein, c'est Sauveur, qui est considéré comme à l'origine de l'acoustique, à travers son livre Principes d'acoustique et de musique, le système général des intervalles des sons et de son application à tous les instruments de musique. Donc ça c'était Paris 1701. Pour ce qui concerne le dictionnaire de musique de Rousseau, il a été publié le 26 novembre 1767 avec la date de 1768, c'était l'habitude à l'époque de faire comme cela. En fait, c'est une compilation d'articles que Rousseau a écrits pour l'encyclopédie, mais il a rajouté beaucoup de choses, notamment pour l'article timbre, il a rajouté la notion de métaphore, et qui est une notion assez importante pour comprendre souvent la musique, même d'aujourd'hui. Voilà. Et aussi, donc, pour être alors, très précis, parce que ça c'est assez intéressant, puisque Rousseau, comme vous le savez, a eu beaucoup de problèmes de publication. L'Émile a été sévèrement rejeté, et en fait, il écrit donc l'Émile, le contrat social, etc. Donc, quand il publie le dictionnaire de musique, on peut se poser des questions. Et en fait, le dictionnaire de musique a été approuvé par Clairaut, qui était un scientifique de l'époque, le 15 avril 1765. Il a reçu aussi le privilège du roi à travers le bègue, le roi donc Louis XV, et il a été enregistré par Le Breton le 30 juillet 1765. Voilà, alors Rousseau, musicien, donc là je suis un peu rentré dans le vif du sujet, je vais peut-être pas trop continuer, mais je vais un petit peu plus, mais bon, voilà. Rousseau a été aussi, en fait, ce qui est assez intéressant, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand Rousseau va chez Madame de Warens, elle essaie de lui trouver un travail. Bon, je repasse sur les confessions, hein. Je suppose que certains d'entre vous en ont eu des goûts, vous savez qu'on a essayé de le former à la gravure, et il s'est disputé avec son maître de gravure, etc. Il est parti de Genève, il a erré, et puis il a rencontré Madame de Warens qui a essayé de la convertir, qui a essayé de trouver un travail, et elle s'est rendue compte qu'il était assez bon musicien, donc voilà, donc au fur et à mesure il a été formé à la coupe. Et donc le travail officiel de Rousseau, ce qui lui permet de vivre à n'importe quel moment, ce qui lui permet d'être indépendant, c'est d'être copiste de musique. Il y a un très bel article d'ailleurs dans l'encyclopédie sur copiste de musique où il dit qu'il était un copiste terrible. En fait, Rousseau était très critique de lui-même. Alors, bon, il faut parler un petit peu de Rameau quand même. Donc, alors la dispute qu'il y a entre Rameau et Rousseau, personnellement, moi je la trouve toujours pas bien fondée, dans la mesure où Rousseau avait, comme il avait aussi pour Voltaire, une grande admiration pour Rameau, qu'il n'était pas du tout contre l'harmonie. Alors ça aussi c'est quelque chose qu'on entend très souvent, oui, Rousseau c'est la mélodie, etc. Alors c'est pas faux, il a écrit de nombreuses mélodies, il s'est intéressé beaucoup à la mélodie, il a été un des premiers, voire le premier, à retranscrire des mélodies, enfin à les mettre en valeur, à les mettre dans son dictionnaire de musique, des mélodies de Chine. Il est considéré comme un des pères fondateurs de l'ethnomusicologie à ce niveau-là. Il a aussi inventé un système de notation qui était assez pratique et qui est utilisé d'ailleurs par certains ethnomusicologues, qui permet de ne pas avoir à recourir à une partition, de noter juste les notes ABCD. Ce qui se fait d'ailleurs en musique populaire actuelle, hein, en fait, c'est pas que de Rousseau, mais notamment de Rousseau. En tout cas, il avait présenté ça à l'Académie des sciences, on lui avait dit qu'il y avait déjà eu des choses qui avaient été comme ça, mais que son travail était très intéressant. Voilà. Alors par contre, bon, alors je vais quand même en parler un petit peu. Le problème de Rousseau par rapport à l'harmonie, c'est qu'il ne considère pas que la résonance telle que la propose Rameau explique tout. Il a aussi lu le traité de
d'Artigny en Italie. Et pour lui, il y a aussi une idée d'énergie qu'on peut retrouver dans le son, etc. Alors, je vais me rapprocher un petit peu à ce que j'avais noté. Donc pour revenir à Rameau, la pensée de Rousseau se concentre en partie sur la notion de timbre. Il est le premier à utiliser dans le sens que l'on connaît, donc le timbre. C'est en cela qu'il émet un doute sur la construction classique des accords. En fait, le système harmonique que met en avant Rousseau peut conduire à d'autres formes d'harmonie que l'harmonie classique basée sur l'accord majeur. En cela, il n'est pas en désaccord avec les recherches actuelles. En effet, celle-ci, alors là je vous parle vraiment des années 2000, hein. Donc en effet, celles-ci ont conduit à considérer le centroïde spectral, hein, c'est une sorte de centre de gravité du son, comme un facteur essentiel de la reconnaissance des sons et, pourrait-on dire, aussi d'une reconstruction de la notion d'harmonie en musique. Donc je vais peut-être conclure là-dessus. En fait, il y a eu toute une école aussi en France dans les années 70 en musique, en création contemporaine, qui rejoint un groupe très connu qui s'appelle Pink Floyd. Hein. C'est une école qui s'appelle l'école spectrale et elle cherche à comprendre comment le son fonctionne pour retrouver d'autres formes d'harmonie. Et en ce sens, un des fondateurs de l'école spectrale qui s'appelle Hugues Dufour est aussi un très grand rousseauiste. Et bon, il regrette toujours que peut-être pas, voilà, peut-être une constatation générale que je ferai sur Rousseau, c'est que si on veut caricaturer Rousseau, il y a 2 paragraphes, on lit toujours le premier paragraphe, mais pas le second. Et ça, c'est bien dommage parce qu'il y a toujours des réflexions à faire à ce niveau-là. Alors, ce que je vais faire pour conclure, c'est vous faire. Alors, il y a un choix. Hein. Chez Rousseau, il y a énormément de musique. Il a copié plus de 11 000 pages de musique. Alors, ça, c'est copié. Mais à côté de ça, il en a écrit aussi des centaines. Il a écrit donc un petit opéra, Le Devin du village. Il y a Les Muses galantes. Il y a Daphnis et Chloé. Enfin, il y a... Et puis, alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est un peu moins connu, c'est un duo pour clarinette. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que là, vous allez entendre Michel Portal. Voilà. Donc Michel Portal, grand librettiste qu'on ne présente plus, je pense, qui a travaillé aussi avec Boulez, hein, en fait. Boulez, je dis juste un petit mot, a fait une très belle conférence sur l'article Goût de Rousseau en 1961, qui a été publié par la suite dans Point de repère, où il rentre vraiment dans des considérations sur la notion du goût qui sont plus qu'intéressantes. Alors là, bon, on va écouter un petit extrait donc, du duo pour clarinette de Rousseau. Voilà. Voilà donc pour le Rousseau musicien. Et donc, comme vous savez, c'est le tricentenaire de la naissance de Rousseau. Il y a eu toute une série d'événements qui continuent d'ailleurs tout au long de l'année à Genève, à Lyon, enfin un peu partout aussi en France, dans plein d'endroits différents. Et notamment à Genève, il y a eu toute une série de courts-métrages qui ont été réalisés à partir d'un petit extrait d'une idée de Rousseau, ça peut varier. En même
même temps, il y a eu l'idée de ressortir un petit extrait d'un très beau film de Alain Tanner qui s'appelle Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000. Voilà, donc un film de 1975. Et donc je vais vous en passer un petit extrait. Moi, ce matin, j'irai chez les maraîchers. Où ça? Le boulot, la petite annonce que je t'ai lue hier. Ah oui. Je t'imagine mal au milieu des salades. Pourquoi? Si tu savais que moi, je t'imagine mal au milieu des machines, Oui, mais tu au milieu des petits chefs dans la paix du travail. On te mange, Mathilde. On mange ma femme. Et à force de nous manger, je suis sûr qu'on devient les organes, les tripes, le foie, les boyaux, les couilles de nos ennemis. Ouais. Et quand il l'eurent bien dévoré, il la jetèrent à la rue, comme moi. Bon, allez coucher, allez. T'oublies pas de bien habiller les enfants quand ils partiront à l'école. Tu veux autre chose que des pâtes pour le souper? On a un peu marre. Un légume? Oui, mon amour, un légume. Je veux pas de légumes. Si, des pâtes. Toute notre sagesse consiste en préjugés serviles. Tous nos usages ne sont qu'asservissement, gêne et contrainte. L'homme civil naît, vit et meurt dans l'esclavage. À sa naissance, on le coule dans un maillot. À sa mort, on le cloue dans une bière. Tant qu'il garde la figure humaine, il est enchaîné par nos institutions. Je veux essayer de rassembler les fils de vos désirs afin qu'ils ne se dispersent point. Je retourne au travail. Je serai exploité. J'essaierai de rassembler, d'unifier le champ de vos désirs pour qu'ils servent de levier. Moi, Les besoins changent selon les situations des hommes. Il y a bien de la différence entre l'homme naturel vivant dans l'état de nature et l'homme naturel vivant dans l'état de société. Émile n'est pas un sauvage à reléguer dans les déserts. C'est un sauvage fait pour habiter les villes. Merci Frédéric. Donc comme il l'a rappelé, il y a eu à l'occasion de ce tricentenaire énormément de célébrations.